L'université Gaston Berger de Saint-Louis en plein dans le numérique. Où en est-on dans l'offre de formation? Quelle place aux nouveaux métiers du digital? Quel impact sur l'emploi? Quel regard sur l'enseignement à distance au Sénégal? Quelle synergie avec les géants du numérique? Pour en parler, le recteur de l'UGB en exclusivité sur e-radio ce dimanche, professeur titulaire des universités, ancien directeur du Centre d'excellence africain en mathématiques, informatique et TIC, grand passionné de l'Internet, des objets et du cloud computing. Le professeur Ousmane Thiaré va répondre aux questions d'Ousmane Gueye ce dimanche 6 juin 2021. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. E-Tech, numéro spécial enregistré ce dimanche à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis pour la reprise sur e-radio. Nous avons le plaisir de recevoir un recteur. Bonjour, professeur Ousmane Thiaré. Bonjour Ousmane. Merci infiniment d'avoir accepté d'être notre invité, d'avoir surtout accepté de nous recevoir dans votre université, l'Université de Sanar, l'Université Gaston Berger. Recteur de l'UGB, professeur Ousmane Thiaré, professeur titulaire des universités, enseignant-chercheur au département d'informatique de l'UGB de Saint-Louis au Sénégal. Depuis 2015, vous avez obtenu un doctorat en informatique à Cergy Paris Université, France. En 2007, vous êtes aussi titulaire d'un DEA en informatique à l'école polytechnique de l'université François Rabelais de Tours, Polytech Tours comme on l'appelle, et d'un DEA en mathématiques appliquées en 2000 à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous avez été chef du département informatique de 2007 à 2009, de 2013 à 2018. Vous avez été directeur du centre de calcul Ousmane Seck à l'université Gaston Berger. Le professeur Ousmane Thiaré est également directeur, ou a été plutôt directeur du centre d'excellence africain en mathématiques, informatique et TIC, CIA mythique de 2017 à 2000. Depuis mai 2018, autrement dit depuis plus de 3 ans maintenant, vous êtes le recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, président de l'assemblée de l'université. Vous êtes toujours actif dans la recherche avec comme domaine de prédilection l'Internet des objets, l'IoT comme on dit dans le milieu, les systèmes distribués, le cloud computing, les réseaux mobiles ad hoc, les réseaux de capteurs sans fil. Et c'est pour cette double casquette d'ailleurs de recteur et de chercheur en plein dans l'innovation digitale que nous vous recevons. Nous allons sûrement démarrer par quelques nouvelles de votre incubateur. On en parle beaucoup. Est-ce un incubateur comme les autres? On pense, nous autres établis à Dakar, aux CETIC, aux autres. C'est un incubateur qu'il faut présenter comment? Merci beaucoup. C'est vrai, nous avons un incubateur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis depuis quelques années. Et cet incubateur a grandi aujourd'hui parce que c'est un incubateur qui est reconnu au Sénégal et dans l'écosystème. C'est un incubateur qui accompagne à la fois l'université dans le cadre de la formation de nos étudiants, surtout dans les soft skills, comme on dit, tout ce qui est formation, les modules comme développement personnel, entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, c'est des modules importants. Aujourd'hui, l'université forme des étudiants qui sont diplômés à la fin, mais des fois aussi qui n'ont pas toutes les compétences pour aller directement sur le marché du travail. Même si avec la réforme LMD, nous sommes en train de professionnaliser nos curricula, mais cet incubateur aujourd'hui joue un rôle extrêmement important à la fois à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis dans la formation des étudiants, mais aussi dans le cadre du service à la communauté, en accompagnant en tout cas tous les villages, en tout cas toutes les communes en tout cas qui entourent l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc c'est un incubateur qui a beaucoup de partenaires, qui accompagne les étudiants qui sont porteurs de projets dans le cadre d'une incubation parfois de 6 mois, ici dans nos locaux à l'UGB. Et c'est un incubateur aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils sont actuellement à Ziguinchor pour organiser un concours sur les énergies renouvelables. Oui, on voit bien en fait ce rêve que vous réalisez finalement en tant qu'université Gaston Berger. L'université connectée un peu à la communauté, il y a un peu cette interaction entre l'université et les zones qui l'entourent notamment. Mais pour en revenir un peu au contenu de ce que vous offrez en tant qu'incubateur, à l'incubation elle-même, c'est fait de quoi? On y retrouve quoi comme service avec cette incubation? Comme je disais tout à l'heure, l'incubateur a 2 volets. Il y a un volet formation sur les modules, sur certaines compétences, comme j'ai cité tout à l'heure, tout ce qui est entrepreneuriat, développement personnel, tout ce qui est leadership transformationnel, tout ce qui est transformation digitale. Donc c'est des outils sur lesquels l'incubateur forme les étudiants, mais aussi avec les services qui existent dans la région de Saint-Louis,
avec par exemple la chambre de commerce, la chambre de métier. L'incubateur travaille avec eux en formant les agents, en formant aussi toutes les personnes qui se trouvent en tout cas dans les communes, dans les zones qui entourent l'université, parce que nous pensons aussi qu'un rôle important de l'université, c'est le service à la communauté. Nous devons sortir un peu de l'université pour aller aussi former les populations vraiment pour qu'elles puissent impacter en tout cas les sociétés. C'est important. Oui, et c'est quoi maintenant la synergie, j'imagine qu'il y en a, parce que je rencontre régulièrement vos représentants à Dakar. C'est quoi la synergie entre vous et les autres incubateurs qu'on vient de nommer tout à l'heure? Je pense notamment au très historique CETIC de Dakar. Personnellement, nous travaillons avec le CETIC depuis quelques années. Nous avons été 2 fois sur des projets européens et aujourd'hui l'incubateur aussi travaille avec CETIC. CETIC quand même, c'est l'un des premiers incubateurs au Sénégal, si ce n'est pas le premier d'ailleurs. Et je pense que cet incubateur a inspiré d'autres incubateurs, mais je pense qu'il fallait aussi étendre les choses partout au Sénégal. Nous avons la chance d'être la seule université au nord du Sénégal. Et cet incubateur aujourd'hui doit polariser toutes les activités d'incubation, en tout cas dans la région nord. CETIC est peut-être très loin de Saint-Louis et je pense qu'il est important qu'il y ait aussi de façon décentralisée des incubateurs dans les régions aussi pour accompagner le travail au niveau national. Ça permettra de mailler tout le territoire national. Vous pensez, comme d'autres observateurs, que l'essentiel est finalement localisé à Dakar? Quand on parle de numérique, on oublie souvent les régions? Je pense que cette vision-là aussi doit changer. Parce que La vision ou la réalité de la vision? La réalité des choses doit changer. Dans les régions aussi, il y a des universités. Il y a des compétences à Dakar et à Saint-Louis un peu partout. Je pense que le travail qui est fait à Dakar, c'est le même travail qui est fait dans les régions. Et je pense que c'est important parce qu'il faut éviter aussi que toutes les populations se ruent vers Dakar. Je pense que ce n'est pas important. Il est important aujourd'hui que, de façon décentralisée, que les populations restent dans leur zone et que, en tout cas, tout ce qui existe comme facilité dans la formation, dans les compétences, que ça soit aussi dans les régions, ce qui éviterait aux populations, en tout cas, d'aller jusqu'à Dakar pour chercher des compétences qui existent dans leur propre zone. Nous avons rappelé tout à l'heure, professeur Ousmane Thiaré, vos fonctions de directeur du Centre d'excellence africain en mathématiques informatiques et TIC entre 2017 et 2020. Et à cette époque, vous avez beaucoup travaillé sur le projet Saint-Louis numérique 2025. Je sais qu'aujourd'hui, avec vos nouvelles fonctions rectorales, vous êtes un peu éloigné sûrement de ce projet. Mais ça donne quoi quand même? Vous devez sûrement être bien au fait un peu de l'évolution du dossier. Ça donne quoi? Oui, le projet Saint-Louis numérique 2025, c'est un projet extrêmement important, je dirais, pas seulement du CEAMITIC, mais de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Parce que, initialement, ce projet est né au département d'informatique de l'UFRSAT. Ensuite, petit à petit, on a migré le projet vers le CEAMITIC parce que peut-être il y avait plus de moyens pour porter le projet, il y avait plus de moyens pour travailler en amont sur la mise en place du projet. Je me rappelle, ce projet, nous l'avons lancé au conseil départemental de Saint-Louis en 2017, avec des partenaires comme la Sonatel, comme Microsoft. L'ADIE aussi était présent, et ça, c'est extrêmement important. Je ne suis plus au CEAMITIC depuis 2020, comme vous le savez, mais on a un coordonnateur qui est là-bas, le professeur Maïsambaye, qui est en train de continuer le travail, et les objectifs restent les mêmes. Je pense qu'ils sont à la recherche de partenaires, en tout cas, pour essayer de passer à la mise en œuvre, en tout cas, de ce projet extrêmement important pour toute la région de Saint-Louis, parce que je rappelle que ce projet doit participer, son objectif, c'est de digitaliser tous les services de la région de Saint-Louis. Dans toutes les communes de Saint-Louis. Les 3 départements d'ailleurs. Les 3 départements de Saint-Louis doivent être impactés par ce projet-là. C'est pour ça que ce projet, il est extrêmement important, et je sais que c'est d'une importance capitale aujourd'hui pour la nouvelle équipe aujourd'hui qui est au centre d'excellence. Oui, mais comme l'autre fameux projet, la SN 2025, on voit que, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'avancées, comme au niveau national, la stratégie Sénégal numérique 2025. Est-ce que l'horizon d'ailleurs n'est pas très court, pour ne pas dire peu ambitieux? 2025, c'est pour bientôt. C'est vrai que 2025, c'est très proche, mais pour moi, ce qui est important, c'est de démarrer les choses. De se dire que d'ici 2025, il est important que certaines activités se déroulent. L'essentiel n'est plus de gagner, mais de démarrer simplement. Je pense qu'il faut démarrer des activités. À mon avis, l'objectif, c'est d'atteindre au moins quelques indicateurs d'ici l'année 2025. Et comme c'est un projet qui est important, c'est un projet aussi qui va se poursuivre dans la durée. Donc je pense que ce qui est important, c'est de mettre les bases, c'est de chercher des partenaires qui puissent accompagner ce projet-là
Mais aussi, quelque chose d'important, on a, la stratégie Sénégal numérique 2025. Et je pense que ceci doit avoir un lien fort. C'est pour ça qu'il faut que l'université, il faut que le centre d'excellence travaille en tout cas avec les services de l'État qui portent la stratégie numérique 2025 parce que c'est le même objectif en réalité. Oui, projet, on le rappelle, avec un projet de budget estimé à 17 milliards de francs CFA. On verra d'ici là, avec l'évolution un peu de ce gros chantier, qu'est-ce qui va changer. Le numérique, rapidement, on reste un peu sur Saint-Louis, côté, disons, sur la géographie de Saint-Louis. Qu'est-ce que le numérique pourrait changer à Saint-Louis? On parle beaucoup de ce Saint-Louis numérique 2025 qui était appelé avant Ndar numérique 2025, avant qu'on se rende compte que Ndar, ça restreignait un peu peut-être l'impact. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut changer à Saint-Louis avec le numérique? C'est vrai qu'au début, du projet, on parlait de Ndar numérique. On l'avait restreint peut-être sur le département de Saint-Louis. Mais on s'est rendu compte que si ce projet-là va impacter toute la région nord, c'est pour ça qu'on l'a modifié en 10 ans maintenant, Saint-Louis numérique 2025. Sinon, Gagnol serait senti exclu. Exactement, et Gagnol est dans le département de Saint-Louis, dans la région de Saint-Louis. Donc c'est pour ça que nous prenons en charge en tout cas tous les départements de Saint-Louis. Ce projet doit changer beaucoup de choses. La région nord, comme vous le savez, c'est la vallée du fleuve Sénégal. L'agriculture est un domaine extrêmement important ici. Quand je parle d'agriculture, c'est l'agriculture avec tout ce qui est, avec un grand A, avec tout ce qui est dedans. Nous avons aussi la pêche. Et ce projet de Saint-Louis numérique 2025 devrait en tout cas permettre de moderniser ces secteurs-là avec l'outil informatique, avec des capteurs qu'on va placer à gauche et à droite pour récupérer des données en vue de faciliter, en tout cas de permettre aux agriculteurs, de permettre aux utilisateurs en tout cas de prendre les meilleures décisions. Donc ce projet, il est extrêmement important et en tout cas, s'il est mis en place, il peut révolutionner en tout cas beaucoup de services dans la région de Saint-Louis. Professeur Ousmane Thiaré, recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, nous fait le plaisir et l'honneur d'être notre invité ce dimanche sur iRadio. L'UGB dans la création de formations innovantes, comment se présente l'offre à l'heure actuelle? Autrement dit, on a quoi comme offre de formation liée au numérique actuellement à Gaston Berger? Vous savez, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a été créée en 1990. C'est une université aujourd'hui qui a 31 ans et qui a fait le choix, dès le départ, d'introduire l'informatique dans ses enseignements. Et vous en savez quelque chose? Pour avoir été un produit de cette université-là. En 1990, quand on a ouvert l'université, on avait 4 facultés. En mathématiques, en économie, en lettres et sciences humaines et en... la dernière UFR, c'est en sciences juridiques. Et Saint-Louis a fait le choix, l'université a fait le choix d'introduire l'informatique. Donc ça veut dire que même si vous étiez en lettres, vous faisiez des modules en informatique. Et je pense que ça a beaucoup joué. Ça nous a permis en tout cas de former de bons étudiants à la fois dans leur domaine, mais aussi bien outillés en informatique pour avoir les meilleures performances. Nous avons aussi une UFR des sciences appliquée et de technologie, l'UFR SAT, pour nommer cette UFR, qui a un département informatique qui est extrêmement important. Et ce département informatique aujourd'hui a formé beaucoup d'enseignants. Si vous regardez aujourd'hui dans toutes les universités, quasiment il y a beaucoup d'enseignants dans ces universités-là qui ont été formés à l'UGB. Donc je pense que ça c'est extrêmement important. Et nous essayons en tout cas de suivre la dynamique aujourd'hui des secteurs porteurs en informatique. C'est un département qui travaille, qui essaie de révolutionner les choses, qui essaie de changer les choses et de s'inscrire en tout cas dans la dynamique aujourd'hui des domaines aujourd'hui qui sont porteurs dans le monde. Je veux nommer l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la science des données. Aujourd'hui, nos collègues sont en train de réfléchir pour monter un master en intelligence artificielle. Le master en sciences et données devrait démarrer. Et n'oubliez pas aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi le centre d'excellence à côté. Le centre d'excellence en informatique, c'est un projet extrêmement important de la Banque mondiale, dont l'objectif, c'est de créer des dynamiques autour, en tout cas, du numérique pour permettre de former des étudiants dans ce domaine-là pour s'insérer plus facilement sur le marché du travail. Aujourd'hui, ce centre d'excellence délivre beaucoup de formations innovantes. C'est des formations de courte durée en général,
Actuellement, ils sont même ils se préparent à délivrer une formation sur le marketing digital. En tout cas, tout ce qui est transformation digitale, le centre d'excellence, il travaille en étroite collaboration aujourd'hui avec le département d'informatique de l'UFRSAT. Oui, et parlant un peu des formations justement, est-ce que, question que nous avons évidemment posée à d'autres parce que ça nous semble important, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir les durées ou la durée même des formations à l'heure du numérique? On s'explique rapidement parce que on se forme souvent sur plusieurs années. Or, la réalité digitale notamment, elle évolue très rapidement. Autrement dit, pour être concret, on se dit docteur en quelque chose, or ce quelque chose-là a évolué depuis. Vous en pensez quoi? C'est que la question peut être malvenue dans un milieu universitaire qui peut être très classique. C'est une question très importante, Ousmane. Mais il faut comprendre peut-être l'université. L'université a des missions. C'est la formation, la recherche. Et si vous voulez faire la recherche aujourd'hui, ça vous prendra peut-être 6-8 ans pour être un chercheur, pour avoir un doctorat. Donc l'université, pour moi, doit à la fois faire des formations de longue durée, parce que ça permet aux diplômés de se spécialiser sur des domaines précis. Et ça permet aussi de pouvoir, en tout cas, prendre la relève au niveau de la recherche. Mais aujourd'hui, comme vous le dites, le monde a changé. Il faut former les jeunes dans beaucoup de compétences. Et pour les compétences, en général, c'est des formations de courte durée. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du CIAMETIC. Il y a un indicateur extrêmement important au centre d'excellence, c'est la formation de courte durée. On définit une formation de courte durée comme une formation qui a au moins 40 heures de cours. 40 heures. 40 heures de cours, c'est comme je dis souvent à mes collègues, c'est du lundi au vendredi, vous faites 8 heures de cours. Une semaine. Une semaine. Et l'étudiant, en tout cas, la personne qui suit cette formation-là, sort avec une compétence. Avec une compétence qu'elle peut mettre au service de nos entreprises, au service de l'État du Sénégal. Moi, je suis d'accord qu'il faut garder les formations longues à l'université pour certains types d'étudiants. Mais je pense qu'il y a aussi les formations de courte durée qu'on doit garder et qu'on doit même multiplier. Parce que ce n'est pas uniquement dans le numérique, mais il y a beaucoup de choses. Dans l'agriculture, dans l'économie, dans la santé. Je pense qu'il faut aller vers la mise en place de beaucoup de certificats de courte durée pour permettre en tout cas à quelqu'un en tout cas d'avoir beaucoup de compétences en même temps et ce qui va lui faciliter en tout cas une insertion très facile dans le marché du travail. J'imagine donc que vous accueillez bien cette montée un peu de nouvelles écoles spécialisées dans les formations à cycle court. Elles sont nombreuses au Sénégal, vous en connaissez certainement beaucoup. Nous, de plus en plus, à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, il y a beaucoup de nos UFR délivrent de plus en plus de formations de courte durée, des certificats de 40 heures, 50 heures, pour permettre en tout cas, non seulement à nos étudiants, même aux personnes en tout cas qui sont externes à l'université, de venir se faire former en tout cas sur des compétences précises. Mais je pense qu'on doit encore davantage aller dans ce sens-là. Oui, et l'intellectuel bardé de diplômes, à l'heure du digital, ça va changer? Pour moi, les deux vont continuer à rester. Mais je pense qu'aujourd'hui, le défi au Sénégal, c'est quoi? On a un problème avec l'emploi des jeunes. Et on dit souvent, oui, mais pour avoir un emploi, il faut être formé. Peut-être qu'on n'a plus le temps de former un jeune sur peut-être 5-8 ans pour qu'il ait un travail. Mais je pense qu'il faut former les jeunes aussi sur des compétences précises. Il faut qu'ils aient des compétences. Voilà, il faut qu'ils aient des compétences. Et ces compétences-là, c'est aux universités de les mettre en place aussi. C'est pas seulement les universités, mais aussi des sociétés, en tout cas des structures externes aussi qui peuvent mettre en place beaucoup de formations. Et l'idée maintenant, je pense que c'est l'université aussi qui doit travailler avec les entreprises. L'université doit aller regarder les besoins des entreprises. Et pour cela aussi, il faut que ces entreprises-là sachent ce que nous faisons dans l'université. Nous commençons à faire cela parce que maintenant même, quand nous mettons en place des formations, quand nous travaillons sur les curricula, nous invitons les professionnels qui viennent aussi donner leur point de vue par rapport à ce qu'ils attendent aussi des étudiants que nous formons. Ça nous permet souvent de modifier assez souvent nos curricula pour s'adapter aujourd'hui à la situation actuelle du monde du travail. Oui, parce que pour vous, c'est important qu'on ait plus de concret, un peu, disons, à ajouter un peu à la théorie des enseignements. C'est important parce que nous sommes à l'université où des fois, nous délivrons des fois des formations, beaucoup de théories des fois, des trucs fondamentaux. Mais je pense qu'il est important aujourd'hui
dans les formations qui sont délivrées à l'université, que les étudiants puissent alors aller dans le monde du travail. C'est pour ça que dans tous les cas, nous essayons que l'étudiant qui est formé à l'université au moins puisse avoir un stage tous les ans dans une entreprise pour déjà s'imprégner du monde du travail et ce qui lui faciliterait en tout cas une bonne insertion sur le marché. Je pense que de plus en plus, l'université doit s'intéresser à ce que font les entreprises, en tout cas pour l'intégrer aussi dans nos formations. Ceux qui vous connaissent doivent sûrement avoir relevé un peu votre jeunesse, hein, professeur Ousmane Thiaré. C'est important d'être jeune et d'être à la tête d'une université qui entend innover. Est-ce que la jeunesse aide un peu à plus d'ouverture au numérique? Bon, je pense que moi j'ai l'habitude de dire que c'est vrai que être recteur dans une université, pour moi, comme je dis, c'est une question de confiance, je dis. Peut-être que ce n'est pas très lié à l'âge, mais je pense qu'aussi c'est important, on a la chance d'être jeune, de savoir aussi ce qui se passe aujourd'hui dans le monde actuel. Je pense que ça peut faciliter aussi l'interaction qu'on peut avoir avec les jeunes, parce que les étudiants aussi, c'est des jeunes avec qui nous devons travailler. Je pense que ça donne aussi... Nous partageons un peu la même vision et je pense que ça peut faciliter les choses. Mais je pense que ce n'est pas aussi un critère aussi important qu'on le pense. Oui, et parlant toujours de formation et parlant un peu de cette interconnexion entre le monde de l'entreprise et le monde académique, le monde universitaire, vous pensez que les entreprises devraient jouer quel rôle aujourd'hui? Parce que de plus en plus, nous recevons des directeurs généraux dans nos émissions et ce qu'ils nous disent, c'est que les étudiants manquent un peu, pêchent un peu par le concret. Ils viennent avec beaucoup de théories et manquent souvent d'expérience professionnelle. Oui, ça aussi, je pense que c'est une réalité, mais c'est une réalité qui est en train de changer. Depuis qu'on a mis en place la réforme LMD au Sénégal, il est demandé à ce que dans chaque formation, quand même, qu'il y ait 25 à 30% de professionnels qui participent à la formation. Donc je pense aussi que c'est dans le bon sens. C'est juste, on l'a fait aussi pour permettre aux professionnels de venir, de participer à ce que nous faisons, de nous dire leurs attentes par rapport aux produits que nous formons. Je rappelle aussi que depuis l'année dernière, il y a un décret qui est sorti, l'État du Sénégal a sorti un décret sur le fonctionnement et les règles de fonctionnement des universités, qui change complètement les statuts des universités. Et vous allez voir que chaque université va avoir un conseil d'administration, un conseil académique, et ce conseil d'administration-là, il est dirigé par quelqu'un qui n'est pas de l'université. Il est dirigé par quelqu'un du monde socio-économique. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, je pense déjà ça permet à ceux qui sont dehors, en tout cas aux chefs d'entreprise, au monde professionnel, de venir dans les universités. Je pense que ça peut avoir un impact assez important dans la gouvernance de nos universités, mais aussi dans les formations que nous délivrons pour nos étudiants. Je pense que de plus en plus, ce que vous avez dit, ça va évoluer dans le sens que tout ce que nous allons faire, en tout cas dans un court moment, les professionnels aussi vont avoir leur mot à dire sur ce que nous faisons dans nos universités. Si je ne me trompe, c'était d'ailleurs l'esprit un peu avec la mise en place de l'UFR CRAC, c'était bien cela. Exactement, l'UFR CRAC, c'est l'une des 4 UFR qui a été créée en 2010. Ça aussi, c'était pour diversifier un peu l'offre de formation au niveau à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et cette UFR-là a la chance d'accueillir beaucoup d'intervenants professionnels. L'essentiel, en tout cas, des cours sont délivrés par des intervenants professionnels et cette UFR met aujourd'hui en place beaucoup de formations innovantes comme métier du patrimoine, métier des arts et de la culture. Donc vraiment, c'est une UFR aujourd'hui qui joue un rôle extrêmement important parce qu'elle permet aussi à beaucoup de professionnels d'intervenir dans nos enseignements. Et ce faisant, on casse un peu le fameux élitisme? Oui, je pense que l'université, pour moi, doit être comme la société. Tout le monde doit venir à l'université. On peut avoir une personne qui n'est pas diplômée. Un entrepreneur, par exemple, qui a réussi, qui n'a pas fait des études, mais qui a réussi. Je pense qu'il est important que l'université invite ce genre de personnes qui viennent, même s'il faut parler en langue nationale, c'est extrêmement important, mais on l'invite à l'amphithéâtre, on regroupe les étudiants. Pour que cette personne-là raconte son histoire, pour qu'elle raconte son vécu, ça aussi, c'est quelque chose qui peut beaucoup impacter les étudiants et c'est extrêmement important. L'université, on doit l'ouvrir pour tout le monde. Tout le monde doit venir à l'université pour dire comment elle a fait pour réussir, comment il voit, en tout cas, le monde de l'entreprise
pour aussi inspirer nos étudiants. J'imagine que tout le monde n'est pas ouvert à ça quand on pense un peu aux intellectuels bardés de diplômes qui ont fait peut-être 20 ans d'études, qui vont devoir le temps d'une après-midi, d'une soirée, d'une matinée, partager leurs heures avec quelqu'un qui n'a aucun diplôme mais qui est quand même légitime côté parcours. J'imagine que ce n'est pas très facile, admettez-le. Mais je pense que les choses doivent changer. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de dire que voilà, nous formons des étudiants et nous voulons les insérer sur le marché du travail. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a fait de longues études, qui est diplômé, mais qui n'arrive pas à s'insérer sur le marché du travail. Peut-être que des fois, ce serait bien, en tout cas, d'inviter quelqu'un qui a réussi pour moi, de l'écouter, et je pense qu'il peut inspirer les autres. Je pense que nous ne devons pas rester dans un milieu fermé, rester entre nous à l'université. Donc je pense qu'il faut s'ouvrir. D'ailleurs, on nous a toujours fait ce reproche-là. On nous a toujours dit que les universitaires là, vous restez chez vous, vous restez en quatre murs pour faire vos formations. C'est pour ça qu'il est temps maintenant qu'on aille rencontrer les professionnels qui sont dehors, qui ont fait des études ou non, mais en tout cas qui ont réussi dans leur domaine, pour discuter avec eux et essayer de mettre en place en tout cas le même modèle dans nos universités. Professeur Ousmane Thiaré, recteur de l'Université Gaston Berger, notre invité ce dimanche sur iRadio, ancien directeur du Centre d'excellence africain en mathématiques, informatique et TIC, CIA mythique entre 2017 et 2020. Nous marquons une pause d'à peu près 25 minutes, le temps d'écouter les dernières informations de ce dimanche et l'on se retrouve. Professeur Ousmane Thiaré, recteur de l'UGB, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, dont il est lui-même un produit, est notre invité ce dimanche sur iRadio. Interview longtemps reportée parce que sûrement dû à ses occupations, à son agenda assez chargé de recteur de l'université, mais qu'il nous fallait caler pour le compte de ITEC parce que il nous semble que le recteur Ousmane Thiaré a quelque chose d'important à nous dire sur la marche de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, université au départ d'excellence. Au départ, nous le disons en le soulignant, on reviendra tout à l'heure avec lui. Ousmane Thiaré est spécialisé dans beaucoup de domaines qui sont en réalité, pour ceux qui le connaissent, ses domaines de prédilection, l'Internet des objets, l'IoT donc, les systèmes distribués, le cloud computing, les réseaux mobiles ad hoc, les réseaux de capteurs sans fil, et c'est pour cela que nous le recevons aujourd'hui. Et il nous l'a rappelé dans la première partie de votre numéro ITEC spécial dédié à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, que l'UGB s'ouvre également à tout ce qui est intelligence artificielle. Et je rappelle parlant d'IA que nous avons reçu déjà, c'était le premier invité d'ailleurs de l'histoire de cette émission, le Sénégalais Moustapha Cissé. On parlera de lui tout à l'heure. Moustapha Cissé, produit de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, aujourd'hui premier directeur du premier centre d'intelligence, du premier centre de recherche en intelligence artificielle que le géant Google a implanté à Accra au Ghana. Professeur Ousmane Thiaré, un mot sur votre ancien produit, mais non, votre produit, ou plutôt votre ancien étudiant, Moustapha Cissé. C'est important aujourd'hui d'ailleurs pour démarrer un peu avec ce point que Gaston Berger se connecte aux géants du numérique en plus des entreprises. Ah oui, c'est extrêmement important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Gaston Berger a toujours inscrit le numérique dans ses activités, dans ses formations, et je pense qu'il est important aussi que des connexions se fassent avec les géants du numérique, comme vous dites, en commençant d'abord par le Sénégal, par la sous-région aussi et dans le monde. Tout à l'heure, vous parliez de notre collègue Mohamed Moustapha Cissé, qui fait en tout cas la fierté du Sénégal, mais en particulier aussi de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est quelqu'un que je connais très bien pour avoir été son professeur en licence et en maîtrise, je crois. Et c'est quelqu'un de brillant. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes très contents, en tout cas, de le voir diriger un centre aussi important sur l'intelligence artificielle. Et c'est quelqu'un qui continue aussi à accompagner l'université. Il participe à nos activités. Il vient souvent au Sénégal aussi pour travailler à EMS. Je pense que c'est quelqu'un aujourd'hui qui nous fait une grande satisfaction. Et nous voulons simplement prier pour lui, en tout cas, lui demander que nous sommes là et nous prions pour lui pour qu'il aille de l'avant. Un lot de consolation quand vous voyez vos produits briller
dans un contexte où on remet beaucoup en question le fameux statut d'excellence de l'université. L'université Gaston Berger n'est plus une université d'excellence? Ah non, ça, moi, je dis souvent, moi, je pense que nous restons une université d'excellence. Cette université, elle a été appelée dès le début université d'excellence, parce que simplement, cette université recevait peu d'étudiants. Et les conditions ont été très favorables. Mais c'était le concept, non? Oui, c'est le concept. Et je pense que c'était où c'est? C'est le concept, il reste de vigueur. Je pense qu'aujourd'hui, nous continuons à former des étudiants de bonne qualité. Nous continuons à sortir de bons produits. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dans la haute administration. Partout où vous allez au Sénégal ou dans le monde, vous trouverez des produits de l'UGB. Oui, mais ces produits-là, ce sont en fait d'anciens étudiants, non? Oui, c'est d'anciens étudiants. Il y a aussi d'actuels étudiants qui réussissent souvent au concours administratif, au concours les plus prestigieux au Sénégal. Dans l'École nationale d'administration, parce qu'on nous sert toujours cet exemple. Voilà, l'École nationale d'administration, de magistrature, la Cour des comptes. On a beaucoup d'étudiants de Saint-Louis, mais il y a aussi beaucoup d'étudiants de l'UGB qui sont des entrepreneurs, qui ont créé des entreprises aujourd'hui à Dakar, qui réussissent aujourd'hui, qui emploient d'autres personnes. Et je pense que ça aussi... Et ça aussi, comme je dis, nous devons continuer à perpétuer cette dynamique-là. Nous devons continuer à former de bons produits. C'est vrai, depuis quelques années, nous avons beaucoup de difficultés parce que nous avons encore beaucoup d'étudiants à l'université. Mais je pense que la volonté reste la même au niveau des collègues, au niveau des enseignants, au niveau de tout le personnel. Nous devons en tout cas continuer à garder ce label d'excellence-là. Et pour cela, nous devons... travailler dans une bonne ambiance, faire de sorte que, en tout cas, les étudiants que nous formons soient d'excellents produits sur le marché. Oui, mais vous nous avez servi une réponse universitairement correcte. Mais quand on parlait d'excellence, en tous les cas à l'époque, si on reprend un peu l'esprit du projet, c'était de faire une université Gaston Berger de Saint-Louis, un centre d'excellence avec peu d'étudiants, parce qu'on se laissait convaincre sûrement qu'avec peu d'étudiants, on pouvait assurer une meilleure qualité. Or, de plus en plus, on voit très bien que c'est à vous de nous dire, hein, mais notre constat, c'est que on n'est plus orienté suivant l'excellence à Gaston Berger. En tout cas, ce ne sont plus seulement les meilleurs qui sont à Gaston Berger. Est-ce que ça, quand même, malgré tout ce que vous venez de développer tout à l'heure, est-ce que ça ne gâche pas un peu, disons, la fête? Je pense que c'est conjoncturel aussi, parce que comme si je reprends tout petit peu l'histoire de l'université. Cette université, quand elle a été ouverte en 90, elle ne prenait que 600 étudiants par an. Parce qu'on a manqué sûrement à l'échelle nationale? Oui, parce que peut-être il n'y avait pas beaucoup d'étudiants, mais aussi l'État avait pris une décision de dire que voilà, cette université-là, il faut en tout cas la conserver comme étant une université d'excellence. Moi, je fais partie des gens qui pensent que dans un pays, on doit tous avoir des universités d'élite. On doit avoir des centres d'élite pour former les meilleurs. Maintenant, je vois que vous évoluez un peu, ce n'est plus l'excellence, ça doit être l'élite. Comme ça, on accueille tout le monde? Non, je veux dire, pourquoi aujourd'hui on accueille tout le monde? Quand nous sommes arrivés en 2013, le nombre de bacheliers a explosé au Sénégal. L'année dernière, nous avions 159 000 bacheliers. Les universités ne sont pas très nombreuses au Sénégal. Au début, l'État a pris une option de prendre une partie de ces étudiants-là, de les orienter dans le privé. Mais ensuite, l'État est revenu sur cette position-là, que nous respectons aussi, pour essayer d'orienter l'ensemble des bacheliers dans les universités publiques. Alors, l'université Gaston Berger Saint-Louis, étant une université publique, étant la deuxième université du pays, ne pouvait aussi pas refuser, en tout cas, d'accueillir une bonne partie de ces bacheliers. Maintenant, ce qu'il faut dire, peut-être que l'accueil de ces bacheliers, en tout cas de ces bacheliers en nombre important, doit être suivi aussi d'un accompagnement de l'État. L'État nous accompagne sur le plan des infrastructures, sur le plan de recrutement des enseignants, mais je pense qu'il faut continuer à renforcer cela pour que nous puissions en tout cas garder la même qualité dans la formation. Nous sommes obligés de répondre à l'appel de l'État qui consiste à recevoir beaucoup plus de bacheliers, mais nous demandons aussi souvent à nos ministères, en tout cas de nous accompagner sur les infrastructures, sur le recrutement en enseignants, pour qu'on puisse en tout cas garder la qualité.
Oui, on voit en tout cas que l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a beaucoup changé en termes de volume d'étudiants, c'est évident, mais avec ce qui implique un peu l'accompagnement de ces volumes, de ces masses également, c'est plus d'infrastructures. Mais en même temps, professeur Ousmane Thiaré, je rappelle que le recteur de Gaston Berger, Ousmane Thiaré, professeur Ousmane Thiaré, notre invité ce dimanche sur e-radio. Mais est-ce qu'en même temps, l'État assume toujours ses responsabilités? Parce que si l'on met en avant le critère d'excellence au départ, si entre-temps la réalité change, ce serait bien après qu'il y ait un suivi. On a l'impression que l'État regarde quand même en spectateur alors que c'est un domaine que l'État doit lui-même régenter. Est-ce que ce n'est pas un problème? Je pense que nous-mêmes dans les universités, nous avons l'habitude d'insister sur un accompagnement important. Je pense que l'État est en train d'accompagner les universités. Oui, mais en fait, je parle d'une action en amont, je veux dire, au lieu d'un accompagnement, d'une action en amont pour réfléchir un peu sur la marche même des universités, s'arrêter un peu sur l'université de Sanar, parce que quoi qu'on en dise au départ, ça avait focalisé beaucoup d'attention, on parlait d'université d'excellence. Entre-temps, on voit que ça évolue, ça ne fait l'objet d'aucun colloque, d'aucune rencontre, d'aucune réflexion que je sache. Oui, en fait, je pense que ceci est en train d'évoluer parce que je vous ai dit tout à l'heure que la gouvernance des universités est en train de changer. Je pense que ça déjà c'est extrêmement important. L'État a sorti, depuis qu'on a voté la loi cadre, l'État a sorti le décret sur le fonctionnement des universités. Et ce décret va changer complètement la gouvernance des universités parce que, comme j'ai dit, il y aura un conseil d'administration, un conseil académique qui va en tout cas travailler avec l'université. Je pense que ça permet aussi à l'université d'avoir plus d'autonomie. Mais vous savez, dans les universités, nous recevons en tout cas l'essentiel de nos ressources proviennent de la subvention de l'État. C'est pour ça aussi que, comme on dit, si nous avons des problèmes, c'est l'État qui doit intervenir. Nous avons une mission aussi qui est de chercher d'autres ressources additionnelles par rapport à ce que l'État nous donne comme subvention. Mais en tout cas, il faut dire que l'essentiel des ressources provient de l'État. Et donc, souvent, nous, dans nos rencontres, en tout cas avec nos ministères de tutelle, en tout cas, nous discutons avec eux pour les sensibiliser, en tout cas, sur la nécessité de donner plus de moyens aux universités. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire en termes d'infrastructures, en termes de création de postes d'enseignants. Et je pense que ceci aussi doit évoluer. L'école connectée au numérique, l'enseignement à distance comme réponse un peu à la massification des effectifs, c'est vrai que un des produits de Gaston Berger, aujourd'hui le coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal, n'aime pas trop cette façon de voir les choses, l'enseignement à distance comme réponse à la massification des universités. Mais ça donne quoi? Parce qu'on sait très bien que l'Université Gaston Berger de Saint-Louis est une des pionnières sûrement en matière de EAD, comme on dit, d'enseignement à distance. Actuellement, cet enseignement à distance-là, ça donne quoi chez vous? Bon, vous savez, comme j'ai dit, si vous prenez par exemple l'année dernière, je pense que la Covid a surpris tout le monde. Et au mois de mars 2019 ou 2020, l'État a fermé les universités. Mais il ne fallait pas rompre le lien pédagogique. Nous, tout de suite à l'université, on a organisé une assemblée de l'université pour prendre des décisions qui consistaient à dire il faut continuer à faire les enseignements en ligne. Il y avait des difficultés, c'est vrai, mais de plus en plus... De quel ordre? Les difficultés techniques. Techniques, pourquoi? Parce que simplement, comme les étudiants n'étaient pas sur place, les étudiants, ils habitent partout au Sénégal. Il y a des zones dans lesquelles il n'y a pas de connexion Internet et c'était un peu difficile pour les étudiants, en tout cas, de suivre les cours. C'est pour ça qu'on a utilisé notre institut de formation à distance pour mettre beaucoup d'enseignements sur la plateforme pour permettre à ces étudiants-là, en tout cas, de récupérer ces cours, même s'ils ne peuvent pas suivre les cours en direct, de les récupérer après et de pouvoir apprendre les cours chez eux. Mais on s'est adapté. On a beaucoup de cours qu'on a fait en ligne. Je prends un exemple très simple. L'UFR des sciences de la santé, qui est à Saint-Louis, quand la Covid est arrivée, cette UFR a fonctionné comme dans une année normale. Cette UFR a fait tous ses enseignements en ligne. Les étudiants ont terminé les cours, ils ont validé leur année et ils ont démarré l'année 2020-2021 depuis le mois d'octobre ou depuis le mois de décembre, je crois. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était.
Maintenant, à une certaine échelle aussi, il peut y avoir des difficultés. Vous savez, des fois, on peut avoir des classes. Nous avons aujourd'hui en pré-année des classes qui font plus de 1000 étudiants. Il est difficile de faire un enseignement à distance avec 1000 étudiants si l'infrastructure n'est pas là. Mais nous avons aussi sur ce plan-là reçu l'accompagnement de l'État. L'État avait doté les étudiants des clés de connexion, les enseignants aussi avaient des box pour faire des cours. Et ceci nous a permis aussi d'évoluer. Et la décision qu'on a prise, c'est de demander aux UFR, même si aujourd'hui il y a moyen de Covid, on a levé les restrictions. Mais je pense que dans la mesure du possible, tous les enseignements qui peuvent être continués en ligne, je pense qu'il faut continuer à les faire. Par exemple, les petits effectifs, les classes de master où il n'y a pas beaucoup d'étudiants chez nous, je pense qu'il y a beaucoup d'UFR qui sont en train de faire ces cours en ligne là, et ça nous permettra aussi d'occuper aussi, pour les autres classes, d'occuper le peu d'infrastructures, le peu de salles de cours que nous disposons à l'UGB. Oui, mais est-ce qu'on peut comprendre avec tout le background que nous avons au Sénégal en matière d'enseignement à distance que l'on ait senti que la Covid nous est presque tombée dessus, alors qu'on aurait pu peut-être faire une large expérimentation de cet enseignement à distance, je veux dire à grande échelle, avant que la Covid ne nous tombe sur la tête? Oui, c'est vrai que c'est quand la Covid est arrivée. Il n'y a pas eu un peu de négligence, d'attentisme quelque part, non? Non, je ne crois pas que ça soit une négligence parce que c'est un choix que les gens avaient fait de faire tous les enseignements en présentiel. La Covid nous a imposé aujourd'hui de changer de modèle pédagogique. Il faut à la fois faire du présentiel et du distanciel en tout cas quand c'est possible. Et je pense que pour moi c'est une bonne chose. Ça a permis à l'université d'avoir en tout cas moins de difficultés pour délivrer les enseignements et surtout de ne pas rompre le lien pédagogique. Parce que si on n'avait pas mis en place cet enseignement à distance, ça veut dire que pendant tout le temps que les étudiants sont restés chez eux, il n'y aurait aucun lien avec l'université. Et ça, je pense que ça peut avoir des conséquences assez dramatiques aussi pour les jeunes et pour l'université. Oui, mais pour clarifier un peu sur l'enseignement à distance, nous voulons dire par notre question qu'on a l'impression que le Sénégal ne s'est pas assez préparé au basculement intégral dans l'enseignement à distance, malgré de belles années pourtant dans ce domaine et de belles réalisations. Oui, mais moi je pense que, Ousmane, on ne peut pas faire un basculement intégral aussi rapidement. Moi je pense qu'il faut y aller de façon progressive. En tout cas, tout ce qui est possible en ligne, il faut le faire. Peut-être qu'il y a, si vous prenez par exemple un exemple très simple, si vous prenez l'EBAD fait l'enseignement à distance depuis plus de 20 ans. Donc c'est une institution qui a beaucoup anticipé, qui peut-être que par rapport à l'évolution du monde, qui a anticipé sur l'enseignement à distance. Aujourd'hui, depuis quelques années, avant même l'avènement de la Covid, toutes les universités ont des centres de formation à distance. Peut-être que dans le passé, nous n'avons pas beaucoup mis l'accent sur ces enseignements à distance. D'où ma question. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Donc je pense qu'aujourd'hui, la Covid nous a permis, comme je dis tout à l'heure, de changer nos modèles d'enseignement. Il faut à la fois faire du présentiel, mais aussi, en tout cas, faire un enseignement à distance. Pour moi, c'est extrêmement important et ceci doit continuer. Pour moi, je donne un exemple très simple. C'est pour ça que je pense que pour moi, l'UVS, la création de l'UVS, c'est quelque chose d'excellent pour le Sénégal. C'est important. Pourquoi? Parce que l'UVS, c'est une université qui est entièrement basée sur le numérique, sur les cours à distance. Moi, je pense que ce qui doit être fait aujourd'hui par rapport à l'existence de l'UVS, c'est que les autres universités du Sénégal, l'UGB, l'UCAD, doivent travailler beaucoup avec l'UVS. Je donne un exemple très simple. Pour moi, il y a beaucoup d'enseignements que nous faisons en présentiel dans les autres universités. Je pense qu'il faut arrêter de les faire. Si l'UVS possède ces enseignements-là, mais je pense que ces enseignements-là doivent être mis sur la plateforme et que toutes les autres universités puissent utiliser les mêmes enseignements parce que nous formons tous les mêmes étudiants. Nous les formons dans les mêmes disciplines. Je pense qu'en tout cas, par exemple, les cours de première année, les cours transversaux, initiation à l'informatique, initiation à beaucoup d'autres choses. Donc je pense que c'est des cours que nous devons aller récupérer sur la plateforme de l'UVS. Mais ça aussi, il faut que toutes les universités puissent, en tout cas, travailler avec l'UVS. Je sais que c'est le cas, mais je pense que nous devons aussi formaliser des choses et que, en tout cas, les cours transversaux qui sont faits par l'UVS, ces cours doivent être étendus à toutes les autres universités du Sénégal. Nous avions déjà reçu le professeur Moussa Lo, coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal, dans cette émission. Bien évidemment, nous n'avons jamais dit qu'il n'était pas important de créer l'Université virtuelle du Sénégal, sauf qu'on voit des difficultés quelque part un peu primaires que le Sénégal aurait
peut être pu éviter quand on parle quand même de défauts de matériel, de matériel de première nécessité, des clés USB, des ordinateurs. Pour un pays quand même qui opte carrément d'être dans l'enseignement à distance, avouez que c'est un peu de négligence. Je pense que le Sénégal, en tout cas dans la sous-région, le Sénégal a une avance sur le numérique. Et je pense que cette avance, nous devons la garder. Ça ne doit pas être une raison. On ne doit pas se dire qu'on est meilleur que les autres, donc on ne doit pas faire d'efforts. Non, moi je ne dirais même pas qu'on est meilleur que les autres. Je pense simplement on s'est inscrit dans le numérique depuis très longtemps. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, sur le numérique, quand même, le Sénégal a une avance, quoi qu'on dise. Justement, le Sénégal n'est pas donc un débutant. Est-ce que certaines difficultés devraient être connues de nos étudiants? Oui, non, peut-être que c'est une question d'anticipation. Mais moi, la raison principale, en tout cas sur le retard que vous avez évoqué, c'est la Covid. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'est à cause de la Covid qu'il y a un défaut de fabrication d'équipements informatique pour les étudiants, mais je pense que d'après ce que j'ai entendu, cette question va être réglée très rapidement dans quelques semaines. Un peu de prospective pour plaire un peu à votre parent, Gaston Berger lui-même, un peu de prospective aujourd'hui Ousmane Thiaré. Pendant qu'on parle de Covid-19, l'université d'après Covid, si vraiment il y aura un après Covid, elle devrait ressembler à quoi? En un temps, on parle beaucoup d'enseignement à distance et en un temps, on dit que le monde d'après ne sera jamais le monde d'avant. Oui, je pense que l'université aussi doit évoluer, doit s'adapter aux réalités du mondial. Sur le plan des formations, sur le plan de la recherche et beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, nous avons lancé notre plan, nous allons lancer bientôt notre plan stratégique 2021-2025. Dans ce plan stratégique, l'un des indicateurs importants, c'est de faire de sorte que l'université Gaston Berger de Saint-Louis soit parmi les 50 meilleures universités d'Afrique. Et ça, pour moi, c'est un projet extrêmement important pour nous. Mais déjà, rappelons le classement. Vous êtes classé comment actuellement? Vous savez, il y a beaucoup, je n'ai plus en tête, mais je sais qu'il y a beaucoup de classements qui sortent à gauche et à droite. Mais je pense que moi, souvent, c'est un peu crédible? Je ne dirais pas que ce n'est pas crédible parce que je ne regarde pas souvent les critères de classement. Mais ce qui est important pour moi, c'est le résultat final. On a formé des étudiants, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et je pense que si on regarde, en tout cas sur ce plan-là, je pense que l'UGB a beaucoup fait sur ce plan-là. Comme j'ai dit, les étudiants qui ont été formés à l'UGB sont de bons produits et en tout cas s'insèrent mieux sur le marché du travail. Mais pour revenir sur le plan stratégique, c'est un document très important pour l'université. Nous y travaillons et l'idée c'est de faire de sorte que toutes les activités que nous allons mener à l'université soient inscrites dans ce plan stratégique-là. Nous avons eu la chance d'être accompagnés par l'AUF qui nous a l'Agence universitaire de la francophonie qui nous a commis des experts avec qui nous travaillons. Nous continuons de travailler avec eux, en tout cas, pour le suivi des indicateurs de notre plan stratégique. Et l'idée, c'est de faire de sorte que toute la communauté, toutes les structures de l'UGB s'approprient ce plan stratégique-là, y compris les étudiants, pour que tout ce que nous faisons aujourd'hui soit des actions qui sont inscrites dans le plan d'action prioritaire du plan stratégique. Donc, c'est important pour nous, c'est un document, c'est un chevet comme on dit, c'est un document de chevet pour nous. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est guidé en tout cas par ce plan stratégique-là. Oui, votre plan stratégique qui a pour horizon 2025, la stratégie Sénégal numérique 2025, Saint-Louis numérique 2025. C'est quoi cette affaire de 2025? Il y a un sens derrière? Non, nous, le 2025, c'est le pur hasard. Vous savez, ce plan-là, on l'a commencé depuis 2018 et on l'avait un peu mis en suspens à cause des événements qui se sont passés en 2018. Au début, on a mis 2019-2023, mais il y a eu un retard en tout cas dans l'élaboration du plan dû aux problèmes qui sont arrivés à l'UGB. Mais comme nous l'avons démarré en 2021, c'est pour ça qu'on a mis 2021-2025. Mais c'est le hasard que ça se rencontre avec Saint-Louis numéro 2025 et c'est une stratégie Sénégal 2025. Donc vraiment, c'est le hasard. C'est pas calé sur ces choses-là. On espère bien. Professeur Ousmane Thiaré, recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, notre invité ce dimanche sur e-radio. Numéro spécial enregistré d'ailleurs
à Sanar, disons-le, dans la zone à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, dont vous êtes également le président de l'Assemblée. L'Assemblée, évidemment, de l'université, vos domaines de prédilection, on l'a rappelé, l'Internet des objets, les systèmes distribués, le cloud computing, les réseaux mobiles ad hoc, les réseaux de capteurs sans fil. On s'arrête un peu sur l'IoT, l'Internet des objets. Certes, ça se développe au Sénégal, mais on parle rarement, professeur Ousmane Thiaré, des enjeux sécuritaires. Quand, par exemple, des objets connectés rentrent dans l'intimité de nos demeures, mais en restant peut-être connectés à d'autres personnes, on en parle rarement et c'est pourtant ailleurs dans le monde une grosse préoccupation sécuritaire. Oui, l'aspect sécuritaire pour moi c'est extrêmement important parce que dès l'instant que vous parlez de données, simplement il y a l'aspect sécurité derrière. Il faut faire de sorte que dans les applications que nous mettons en place, que cet aspect-là soit pris en charge. Je pense qu'on a souvent même dans les projets dans lesquels nous utilisons des données, nous sommes obligés même d'aller faire une déclaration au niveau de la commission des données personnelles. La CDP avec Awa Ndiaye. Moi, je suis allé personnellement là-bas travailler avec eux parce que nous devions mettre en place un projet sur l'IoT. Et dans ce projet-là, nous devions aussi collecter certaines données. Nous avons fait une déclaration préalable au niveau de la CDP qui nous a délivré un certificat pour dire quand même, nous avons les instruments au Sénégal, en tout cas, pour faire de sorte que tout ce que nous faisons en termes d'application, en termes de travail, en tout cas, qui touche les données, soit aussi encadré par cette commission des données. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les données des individus surtout. C'est des choses assez sensibles. Et je pense que nous devons aussi continuer à faire attention, en tout cas, de sorte que dans tout ce que nous faisons dans nos recherches, que les données, en tout cas, déjà ne soient pas utilisées de façon gratuite. Mais pour revenir sur l'Internet des objets, c'est quelque chose aujourd'hui qui est extrêmement important. Surtout, je parle de la région nord parce que nous avons ici la pêche, nous avons l'agriculture, nous avons l'élevage. Moi, j'ai eu la chance de diriger 2 projets européens dont l'un est en cours actuellement, WASIEP, comme vous connaissez, et dont l'objectif était vraiment de mettre en place une plateforme innovante basée sur le big data et l'Internet des objets pour les populations rurales. Donc l'idée, c'était d'aller dans les populations, installer des capteurs un peu partout pour collecter des données. Si je prends par exemple, on a une ferme agricole à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Avec mes étudiants, nous sommes allés sur le terrain, nous avons placé des capteurs un peu partout sur une surface. Et nous avions en tout cas mis de la tomate. Et vraiment, ces capteurs nous ont permis de suivre pas à pas cette culture-là. En traitant les données que nous avons récupérées, ce qui est température, humidité relative, le pH du sol, mais tout ça, c'est des données que nous avons récupérées, que nous avons traitées, que nous avons interprétées et qui nous a permis de pouvoir, demain, si on veut voir un agriculteur, mettre à sa disposition ces éléments-là pour qu'il puisse avoir de meilleurs rendements. Ça, c'est extrêmement important. Nous avons aussi installé au niveau juste derrière l'université Gaston Berger de Saint-Louis, il y a un champ piscicole. Nous avons installé là-bas des bouées, une bouée qui est basée sur l'Internet des objets avec des capteurs qui nous permettaient de récupérer le pH de l'eau et tout. Et quand nous avons interprété les données, ça nous a permis de voir qu'à un certain degré, à un certain niveau, ça pouvait un peu faire de sorte que quand les poissons sont stressés, les poissons ne grandissent pas vite. Merci beaucoup, professeur Ousmane Thiaré. Merci à vous, Ousmane. Merci beaucoup. Professeur Ousmane Thiaré, recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Notre université, on espère avoir été très objectif quand on parle un peu de l'université qui nous a formés. Vous êtes titulaire d'un doctorat, pour rappel, en informatique à Cergy, Paris Université, d'un DEA en informatique à l'école polytechnique de l'université François Rabelais de Tours, Polytech Tours, et enfin d'un DEA en mathématiques appliquées à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, ancien chef du département informatique de 2007 à 2009, de 2013 à 2018, directeur du centre de calcul Ousmane Seck de l'université Gaston Berger, ancien directeur du centre d'excellence africain en mathématiques, informatique et TIC CEA mythique entre 2017 et 2020 actuellement. Vos actuelles fonctions: recteur de l'université Gaston Berger, président de l'Assemblée de l'université. Merci infiniment de nous avoir reçus à Sanar. Nous vous donnons rendez-vous, très chers amis auditeurs, dimanche prochain. Excellent dimanche et excellente semaine.